Bonjour à vous mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur notre antenne. Bienvenue encore avec 10-12, le Zénith, plaisir en même temps de vous savoir nombreux à ce rendez-vous quotidien entre 10h et 12h. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'Undi? Ils sont très nombreux d'ailleurs, des chefs de canton, voire de deuxième degré, qui ont accepté de prendre 300 000 francs CFA pour apposer leur signature sur un document qui sera vu comme une pétition en vue de tourner le dos à ses compatriotes camerounais. D'ailleurs, pour l'association considérée comme brigade anti-Sardina, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'une ministre fut-elle députée, qu'une élite, autant pour moi, fut-elle ministre, rentre dans un jeu où elle souhaiterait bien sûr distribuer de l'argent au chef supérieur? Comment ramener le Cameroun à une nouvelle orientation sans pour autant éloigner les Camerounais des réalités qui nous sont propres aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, on en parlera et on ne lâchera point. Comment comprendre en même temps ce qui se passe aujourd'hui avec des sorties un peu plus que nombreuses sur les réseaux sociaux depuis hier d'ailleurs? C'est le cas avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Wona, qui est revenu lui aussi rappeler aux Camerounais que le pays est menacé et, dit-il en même temps, il condamne à sa façon justement les élans, les propos tribalistes qui ont pignon sur eux aujourd'hui au Cameroun. Mais qu'est-ce qui peut justifier justement la sortie, dira-t-on, tardive de Grégoire Owona? Pourra-t-il au moins reconnaître que son parti et ses militants, et notamment quelques caciques justement du RDPC, sont investis dans cette pratique depuis au moins 1982? Pourquoi une sortie au moment où nous parlons, et surtout dire et rappeler que le pays est menacé? On en parlera. Alors, on le sait, il y a quelques jours seulement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, faisait savoir que le Cameroun est un pays de droit. En rapport avec les manifestations de Genève la semaine dernière, le ministre de la Communication rappelait que pour tout problème, il est important de retourner, les résoudre au Cameroun. Il est important de rappeler que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti politique camerounais, a initié une marche pour le 25 juillet prochain à Juge-3. Le gouvernement ou encore le sous-préfet de Yaoundé premier a vite fait d'annuler cette marche-là, et on se pose la question finalement de quel état de droit parlons-nous au Cameroun? Comment comprendre en même temps qu'il y a eu une marche hier matin à Mokolo dans l'extrême nord et que la marche initiée par le mouvement pour la Renaissance du Cameroun soit refusée aujourd'hui? Comment comprendre qu'il y a eu une marche il y a quelques jours seulement du côté des Bolova et qu'au moment où on souhaiterait avoir une autre marche au niveau de Yaoundé, que ce soit refuté? Madame, Messieurs, on en parlera ce matin, mais surtout, tenez bon parce que ce sera le Cameroun dans ses réalités. En compagnie de la grande famille, jusqu'à 12h, vous serez servi fièrement. Bonbon Bengan, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue particulièrement Monsieur Galax Etoga, secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. On a tué un de mes enfants hier à la brigade de gendarmerie de Pouma. Interpellé avant-hier, il s'est retrouvé mort. Hier, j'ai refusé d'en parler, d'en faire état. J'ai dit au sous-préfet de Pouma, faites dans ce que vous voulez, mais moi, je voudrais dire à Galas et Toga, donne-moi mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vos agents font dans les brigades gendarmerie? C'était l'un des frères qui est décédé, l'un de mes frères aînés qui est décédé. Son fils a été interpellé. Pour quelle raison? On ne me dit pas. Il est retrouvé mort. Donc il est mort à la brigade de gendarmerie de Pouma. De Pouma. Voilà. Tout à fait. Donc interpellé la veille, le lendemain il est décédé. Tout à fait. Le lendemain il est décédé. Donc M. Galas et Toga, il doit me donner mon fils. Me remettre mon fils. Ça commence très mal ce matin. Chalamel, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour Dominique Audrey, Bombok, bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il dans les différentes laveries? Il se passe au niveau de Bonamoussadi qu'il y a un gang de personnes. Lorsque vous venez laisser vos véhicules à la laverie à certains laveurs, vous laissez les clés. Ils récupèrent les clés de vos véhicules et vont chez les mécaniciens pas très loin, histoire de laisser sécher la voiture, afin qu'on enlève les catalyseurs de vos véhicules.
et il y a de nouveaux gangs qui sont dans la ville, vous allez vous rendre compte après que votre véhicule consomme qu'il y a de sérieux soucis. Faites très très attention. N'abandonnez plus les clés. Partez avec les clés. Faites laver et revenez prendre vos véhicules. Parce que beaucoup se sont retrouvés désormais à rouler, avoir une consommation très élevée, alors que c'est là où vous le savez qu'on a réussi à enlever les catalyseurs. Bonjour à vous, Isabelle Carole. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Et j'ai bien envie ce matin de dire bonjour au gouverneur de la région de l'Ouest ce matin. La vente de porc interdite de ce côté-là, est-ce qu'une telle mesure pourra être effective? C'est toute la question qu'on a bien envie de se poser ce matin quand on sait très bien le niveau de marché, de commercialisation qu'a atteint cette viande, que ce soit de ce côté-là ou encore dans bien d'autres régions du pays. Est-ce que ce sera possible d'appliquer tout ce qu'il y a autour, monsieur le gouverneur? J'espère que ce sera le cas dans tous les cas. Just wait and see. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ça va bien? Comme le Cameroun, par endroit, ça va. Par endroit. Très bien. Madame, monsieur, n'oubliez pas en même temps les plateformes, les vôtres. Vous les connaissez. Equinox TV. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, allez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Restez bien sur cette page aussi, parce que là, il y a pas mal de débats, pas mal de commentaires, pas mal de réactions. Mais n'oubliez pas le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous vos messages. Envoyez-les Isabelle Carole tout à l'heure. Nous les lira. L'histoire de ce matin, Dominique, il s'agit de quoi? C'est une histoire de couple qui est en train de diviser deux personnes qui visiblement s'aiment depuis sensiblement 4 ans déjà. Donc la dame qui nous écrit nous dit qu'elle vit avec un homme et tout de go, elle a mentionné qu'ils n'ont pas de compte commun, chacun a son argent de son côté. Et que malheureusement dans cette relation, elle a fini par se rendre compte que les décisions de son conjoint impactent sur le devenir et l'avenir de leur relation. Elle raconte qu'elle a un problème parce que son conjoint, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, est hyper dépensier. Lorsqu'il touche son salaire à la fin du mois, lorsqu'il a défalqué l'argent du loyer, ce sont des chaussures, ce sont des gadgets, ce sont des montres, des téléphones et tout. Donc lui, il est très passionné de musique, il investit dans que ce soit des CD, que ce soit des concerts, tout ce qui a trait à sa passion, il investit là-dedans. Il est tout le temps en train de sortir avec des amis et tout. À chaque fois qu'elle essaye de lui remonter les bretelles, ça finit en sucette. Il lui dit non, c'est mon argent, c'est mon travail, tu as un toit, tu as une ration, contente-toi de cela. N'essaye pas d'entrer, de voir comment je gère mon argent. Elle, de son côté, elle dit que ça la gêne parce qu'au milieu du mois, son mari n'a plus d'argent, bon, son conjoint n'a plus d'argent et celui-ci se retrouve à lui emprunter de l'argent. Malheureusement, dans le week-end dernier, alors que celui-ci lui demandait de l'argent pour pouvoir entamer cette semaine pour aller au travail, elle lui a dit qu'elle n'avait pas d'argent et en fouillant, elle ne sait pas trop ce qu'il cherchait dans son sac à main, il est tombé sur de l'argent. Elle a dit qu'elle ne voulait plus lui donner de l'argent parce que apparemment, elle a l'impression qu'il va toujours dépenser et venir lui demander. Elle dit qu'elle n'est pas sa mère et elle n'a pas envie de jouer ce rôle-là. Donc, celui-là lui fait les problèmes. Lui, elle trouve que c'est un gamin puisqu'il est immature. Donc, ça a donc créé un problème énorme. Il estime qu'il ne peut pas être dans la maison avec une femme qui a de l'argent et refuse de lui prêter cet argent alors qu'elle sait pertinemment qu'il va le lui rembourser. Maintenant, elle aimerait savoir quel est son tort dans cette histoire et comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un qui est dépensier à aller un peu doucement sur la pédale. D'accord. Merci beaucoup, Dominique. Vous l'avez écouté? Ça aurait été mieux qu'elle nous donne le degré d'amour. Donc, dans son couple, c'est l'argent qui régente le reste des choses alors. Il s'aime, non, bon, mais il y a un problème. Mais là, quand il y a un quoi comme ça, là, sur la gestion des trucs, ça va influencer sur le reste. Alors, il fallait qu'elle termine en disant, malgré ça, je vais l'épouser, mais comment faire là, non, elle est là, elle ne compte pas partir. Elle est là. D'accord. Si elle ne compte pas partir, non, là, elle on compte peut pas lui donner partir. des conseils. Elle ne compte pas partir. Dominique, qu'est-ce que vous lui avez dit, vous? Ce que je lui ai dit, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un, il faudrait savoir que les horizons, les éducations, les environnements divergent. Conséquence, les appréciations
ou bien la gestion de la vie et de l'argent et des avoirs s'adapte justement au milieu d'où est-ce qu'on sort. Le problème ici, c'est que dès le départ, elle aurait dû se rendre compte que elle a commencé à développer des sentiments pour une personne qui est très portée sur l'apparence, qui est une personne vaniteuse, je crois que c'est comme ça qu'on dit, une personne vaniteuse qui est prête à rester affamée simplement pour être bien mise, bien parée, simplement pour ça. Et c'est quelque chose sur lequel il est important de travailler lorsqu'on se projette sur la durée avec quelqu'un. C'est quand même maladroit d'avoir un adulte à plus de 30 ans, sensiblement 40 ans, qui n'a pas de projet de vie, qui pour lui, lorsqu'il y a un nouveau parfum, il faut qu'il dépense 30 000 pour acheter ce parfum. Pourtant, l'avenir est incertain. Lorsqu'on travaille, il n'y a pas de garantie de ce que demain, vous aurez toujours ce travail. Donc, il est d'abord primordial, madame, de le dire à votre conjoint, du moins, d'essayer d'avoir une conversation sérieuse de personnes civilisées, bien entendu sans crier, et de faire comprendre à votre conjoint que vous devez vous marier. Vous devez penser à construire une maison. Et à aucun moment, vous ne pourrez le faire si vous êtes autant dépensier dans votre couple. Et les comptes séparés dans le couple, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'il faut gérer la maison ensemble, vous devez chacun apporter du vôtre. Même si vous aurez l'argent séparément, vous devez avoir un compte commun où vous allez pouvoir gérer la maison. Maintenant, on n'achète pas les chaussures tous les mois. On n'achète pas les vêtements tous les mois. On n'achète pas les montres tous les mois. Tout se fait de façon échelonnée. Donc, on a l'impression que dans votre couple, vous évoluez en rang dispersé. Chacun fait sa vie de son côté et ça ne peut pas avancer. Vous ne pourrez pas matcher de cette façon-là. Donc, simplement, essayez, continuez, ne lui donnez plus votre argent. Ça, c'est déjà clair. Il faudrait qu'il comprenne, qu'il apprenne à tirer les conséquences de son irresponsabilité. S'il dépense son argent dans des sorties, dans l'alcool, avec des amis, ce n'est pas pour que vous veniez lui donner votre argent. Ne lui donnez pas. Il va se fâcher, mais après, sa colère, ça va baisser puisque ça ne va pas remplir une fourchette. Donc, il va se calmer et après, il va revenir à de meilleurs sentiments. Si ça ne va pas, essayez d'en parler avec un de ses amis qui pourrait lui faire entendre raison, tout simplement. Chalamel, qu'est-ce que vous en dites ce matin? Alors, M. Michel Gatchou, j'ai l'impression que nous sommes en train de... Comment on va dire? Nous sommes face à une situation où on a une femme irresponsable, on a une femme immature, très immature, une femme qui ne sait pas prendre la mesure des choses. Vous allez vous rendre compte que dans certaines maisons, c'est l'homme qui fait le marché, c'est l'homme qui pense à tout, c'est l'homme qui fait tout. La femme, elle a ses projets, elle est sur ses nuages. Vous voyez, elle est tranquille, l'homme rapporte tout à la maison, elle se contente de gérer. Il y a des tâches qui sont dévolues à la femme. Les sous-vêtements, tout ce qui est sous-vêtements, les brosses à dents, le dentifrice, les babouches, vraiment, ça c'est dévolu à la femme. Le jour où vous rentrez avec un sous-vêtement, monsieur Michel, si vous avez une femme sérieuse, personne ne dort. Parce qu'elle va vous demander ça sort tout, c'est moi qui paye. Soit elle ne dit rien, elle vous laisse déposer. Le matin, vous cherchez, elle a jeté. Parce que c'est elle qui définit et qui choisit. Il y a des tâches que la femme, de manière naturelle. Alors là, la faute n'est ni à ce garçon, ni à cette femme. Pourquoi? Je l'accuse parce que la mesure des choses, les filles, lorsqu'elles se retrouvent, elles doivent causer des choses sérieuses et non papoter sur les hommes. C'est les parents. Vous avez des parents qui n'enseignent pas aux enfants la notion de l'épargne, la notion de la gestion de la maison. On peut définir dans une maison, le père sait que chaque mois il dépense 100 000, je dis n'importe quoi. Un mois il appelle sa fille. Il dit à sa fille, ta mère m'a énervé le mois-ci. Je ne veux plus qu'elle touche mes 5 francs. Tiens, c'est toi qui vas gérer la maison. C'est la fille qui va faire le marché de la maison. C'est la fille qui va régler les factures de la maison. C'est la fille qui va régler. Le père va jouer après une entente avec sa femme. Il joue à ce jeu. La mère dit, je ne veux vraiment pas savoir tout ce qui concerne ton père m'énerve. Vraiment, gère ça.
On voit comment la fille gère l'argent. On lui dit, attention, le père lui dit, tu as mal géré cet argent, sache que tu auras besoin de ceci. Il y a les imprévus, ça peut être le gaz, fais très attention dans la gestion, madame. J'espère que quand ta mère le faisait, et ce jour, il blâme la maman devant la fille. Et d'ici, ça ne va pas, je vais te mettre hors de chez moi, madame. Parce que je me rends compte qu'il y a des débordements. La mère donc s'assied et appelle sa fille en lui disant que c'est vrai que j'ai des problèmes avec ton père, mais voici ce que je pense. Ça, c'est le premier point. Au garçon, on enseigne comment gérer lui aussi la maison, monsieur Michel Ngacho. On lui dit on va se déplacer, mais en notre absence, c'est toi le père de la maison. Il faut que tu saches que le matin, tes petits frères doivent déjeuner. Il faut que tu saches qu'à midi, on doit faire le marché à 9h. On le coach et on observe, préparant l'enfant à gérer son propre foyer. Alors, vous avez des parents, et je le déplore, qui lundi, il est assis au banc en train de boire une bière, une chaussure passe, il paye. Mardi, il est assis, il voit une autre paire de chaussures qui va, il paye. Mercredi, il voit un pantalon, beau pantalon, il paye. Vous voyez, Isabelle sourit. Elle lâche le sourire parce qu'elle est dans le film. Vous voyez, il voit un autre qui passe, mercredi, il paye. Il voit un mec qui... Qu'est-ce que vous en faites? Oui, monsieur Michel Gachou, vous avez des parents qui vont jusqu'à acheter des parfums. Un enfant de 9 ans, 10 ans, le père achète des parfums, on classe dans son armoire. L'enfant vit au rythme du parent et prend goût. L'enfant se retrouve donc, s'il a 1000 francs et son parfum est fini, au lieu de penser épargner, il faut acheter le parfum. Il prend cette habitude avec laquelle il grandit et il le met. Demain, vous lui parlerez d'épargne, il ne comprendra rien à l'épargne parce que son père l'a prédisposé. Il y a des moments où vous devez faire ceci, monsieur Michel, à votre garçon, vous lui donnez son argent de moi. Le 10 ou le 15, je dis que par exemple, prête-moi 3 000. J'ai un souci, je n'ai pas, je veux sortir, prête-moi, emprunte-moi un peu 3 000, là, je veux sortir. L'enfant dit, papa, je n'ai plus d'argent. À ce moment, vous vous arrêtez. Vous faites de ça un problème sérieux avec l'enfant, qu'il comprenne qu'il doit toujours avoir une réserve. C'est des stratégies que nos parents avaient. Donc, on ne peut pas s'en prendre à ce garçon, ni à cette fille. Ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour pouvoir se prédisposer. Et vous allez voir, il y a beaucoup de couples aujourd'hui, ils sont à 20 ans de location, ils n'envisagent pas construire. Ils sont à 30 ans, monsieur Michel Gachou. C'est les voitures que vous voulez voir dans le parking. Non, je vous assure. C'est les écrans X que les gars payent. C'est des matelas. C'est la déco totale. C'est des voyages à Dubaï, des voyages à Paris. Mais dans le projet, rien. Pas de construction, pas de plan B. Ils vivent comme des oiseaux. Et le jour que la réalité les rattrape, ça devient total. Et que les gens n'oublient pas. Quel que soit ce que vous faites, vous ne vivez qu'avec 30%. Vous avez 100% quand vous gagnez votre salaire, mais vous épargnez 70% et vous mangez 30%. Donc, quand vous partez, c'est les autres qui mangent le reste. Merci beaucoup. Isabelle Carole, vous l'avez entendu, vous avez pris des avis. Votre commentaire sur l'histoire de ce matin? Alors, je crois que je peux comprendre la peine de cette dame parce que c'est difficile pour elle, c'est dur, c'est très compliqué parce que vous savez, dans un couple, c'est l'homme qui est le chef de famille, comme on a si bien coutume de le dire. Et par conséquent, il a cette lourde responsabilité de pouvoir entraîner les autres sur cette meilleure voie. Et l'aspect financier dans un couple, c'est un domaine extrêmement important qui peut même justement créer des failles, qui peut même conduire à des éclats de voix, qui peut conduire même d'ailleurs à aboutir à des séparations, malheureusement. La question financière ou encore la gestion des finances dans le couple. Et tout simplement, c'est monsieur qui donne le temps. C'est lui qui justement décide des perspectives, de la gestion de ses fonds. Alors, si lui commence à être dépensé, il fragilise la femme. Ça, il faut le savoir parce que c'est sûr, c'est la femme qui doit donner à manger aux enfants. C'est elle qui sait quand il faut changer de rideau, acheter de nouveaux rideaux. Qui sait quand est-ce qu'il faut changer de tapis. Qui sait quand est-ce qu'il faut acheter une passoire à la cuisine. Qui sait quand est-ce qu'il faut qu'elle achète une paire de chaussures à son mari et tout ce qui va avec. Donc, quand vous, maintenant, vous n'arrivez pas à approvisionner votre femme comme il se doit, vous êtes en train de la fragiliser. Puisqu'il faut bien qu'elle remplisse un certain nombre de choses dans la maison qu'elle ne peut ne pas. C'est-à-dire que donner à manger aux enfants, leur donner le minimum en termes de vêtements, qu'ils aient au moins 2-3 paires de chaussures pour aller à l'école. Si vous, le père, vous ne le faites pas, vous ne mettez pas les moyens à disposition pour votre femme de le faire, c'est un problème. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à gérer l'argent. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour vraiment
s'agiter. Il y en a qui, quand ils ont gagné un marché de 500 000, ils ont 100 000 à main, ça dit que si cet argent est fini par le sommeil, ils ne le trouvent pas. Oui, il y a des hommes comme ça, malheureusement. Ça dit que pour lui, aussitôt qu'il a gagné un marché, il faut absolument que cet argent finisse. Il faut qu'il ait acheté tous les plus beaux jouets de la terre pour donner à ses enfants. Il faut qu'il ait acheté des chaussures de marque pour donner aux enfants. Il faut qu'il ait... Dans un couple, la notion de... C'est-à-dire que d'avoir beaucoup de tact, la mesurette dans la gestion des fonds est extrêmement importante. Parce que l'enfant, pour qui vous avez l'impression de tout donner, vraiment qu'il faut qu'il soit au top, il ne faut pas qu'il regarde ce que le voisin a et tout, vous oubliez une chose. Si cet enfant demain n'a pas de quoi manger, il oubliera absolument qu'hier son père lui avait offert je ne sais pas quel ballon, quelle chaussure, quel écran plat et tout, encore avait payé sa pension à tel, parce que c'est quotidien. C'est pas du genre, ok d'accord, pendant 5 ans mon père m'a élevé, il m'a donné à manger, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est toute une vie. Quand vous êtes déjà parent, quand vous êtes en couple, c'est toute une vie que vous devez encadrer votre femme et lui donner tout le nécessaire. Donc il n'est pas question de dire, hier je te donnais 100 000, avant je te donnais 150 000, vraiment, donc si aujourd'hui je ne t'ai pas donné, tu n'as pas à te plaindre. Il faut que les gens sachent que c'est quotidien. C'est pour ça qu'on parle du pain quotidien, parce que c'est au quotidien que vous devez être capable de pouvoir remplir ces choses basiques et justement vitales dans la vie d'une personne. Je crois qu'elle a en face un homme qui est extrêmement dépensier, un homme qu'il faut absolument et urgemment recadrer. Sinon, ça va très mal finir dans ce couple. Et demain, on aura vite fait de dire, que ce soit dans la belle famille ou encore de la part de monsieur, que non, cette femme est très hautaine. Non, vraiment, comme elle a trouvé un petit boulot au coin de la rue, vraiment, elle se prend la tête et tout. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une femme qui est épuisée à tous les niveaux, mentalement, financièrement, physiquement, parce qu'elle a toujours été lessivée par le mari. Et que faites-vous du principe de la complémentarité qui voudrait que les insuffisances de l'un soient pariées par l'autre? Les insuffisances des uns ne doivent pas entraîner les autres. Non, c'est vous qui parlez de complémentarité sur ce plateau tout le temps. Je suis d'accord et j'insiste là-dessus. Le mariage, c'est la complémentarité. Ça, je le dis, je change vous renvoie vos propos. Maintenant, ce que je dis, parce que là, on n'a pas affaire là à un homme qui a commencé à être comme ça aujourd'hui. Elle parle de 4 années de mariage. Et avant les 4 années... Ils ne sont pas mariés. Mais ils vivent ensemble. Ils ne sont pas mariés. Ils vivent sur le même toit ou pas? Non, je vous renvoie vos propos. C'est vos propos que je vous renvoie. C'est une habitude que vous avez, vous et Dominique Audrey, sur ce plateau. Je vous renvoie juste cela en disant, on voit sur le principe qu'ils ne sont pas mariés. Donc, vous parlez de complémentarité, il y a engagement. Ils veulent aller, il y a pas de complémentarité. Ça suppose que les insuffisances de l'autre sont couvertes. Donc elle devait couvrir les insuffisances de son mari. Tout le temps. Michel Ngatou. Ah, d'accord. Cette femme n'a pas dit qu'elle divorce. Elle n'a pas dit qu'elle prend ses affaires pour aller chez eux. Elle n'a pas dit qu'elle quitte cette somme. Parce que si elle avait dit qu'elle quittait l'homme, le discours aurait été différent. Absolument. Si elle avait dit je quitte mon mari parce qu'il est incapable de me donner à moi, c'est autre chose. C'est pas de ça qu'elle pose le problème parce que justement elle a encore de l'affection pour cet homme. Si elle ne l'aimait plus, elle n'aurait pas écrit pour dire vraiment voici ce que je vis dans mon couple. Monsieur aurait constaté que madame est partie tout simplement. Donc je crois qu'ici il s'agit d'une relation de complémentarité et justement au nom de l'amour elle a envie de sauver cette relation. Elle a bien envie de pouvoir avoir un homme qui permette avec elle de pouvoir mettre le couple au niveau où il faut. Donc ce que je pense c'est que il faut qu'elle ait une conversation, du moins qu'elle multiplie les conversations avec son mari. Et si c'est même vraiment ça, qu'elle trouve même des membres de la famille. Parce que si on parle de 4 ans, ça veut dire qu'elle a essayé, réessayé. Donc elle appelle quelques membres de la famille pour essayer de voir cette situation. Je voudrais également que l'on prenne, on va dire, la sanction, qu'elle soit positive ou négative sur cette histoire Mbourambengan. Vous êtes le patriarche de ce plateau. Comment vous comprenez ça? Quel encadrement, quelle orientation vous donnez? Surtout pour éduquer ceux qui nous regardent ce matin. Et en fait, pas grand-chose. Ce que j'ai appuyé, c'est que les autres ont dit. En fait, Charles Hamel veut dire la femme reste ministre de l'Intérieur. Il y a des dépenses pour lesquelles vous avez l'obligation de justifier. Je dis bien l'obligation de justifier. Ça veut dire que ce ne sont pas vos dépenses. Ça veut dire également en ricochet que si vous avez une bonne femme, en fait, c'est elle-même qui est la caissière de la maison. Mais vous pouvez garder un peu d'argent pour boire votre bière avec les amis et tout. Et que de temps en temps, même s'il vous arrive d'acheter les chaussures de l'enfant, c'est une surprise. Et peut-être quand vous voulez négocier la nuit, donc voilà, vous pouvez venir comme ça avec quelque chose et tout ça. Non, mais c'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'elle revendique ici. Effectivement, le garçon semble n'avoir pas eu une préparation préalable.
bon, le moyen est stable. Moi, j'avais cette propension là au début. Vous savez, j'ai pas fait l'école. Mais les livres, je pouvais dépenser tout. J'entre dans une librairie, je peux acheter tous les livres, oubliant même que je vais manger le lendemain. Mais j'ai été encadré par votre première maman. Elle me dit, ah non, monsieur, je sais bien, mais sache que... Bon, d'accord. À ce moment-là, directement, j'ai dit, bon, je dois quand même acheter un tel livre est sorti. Bon, voilà, donc c'est la femme qui recadre. Pour ça, j'allais dire, je lui tire un coup de chapeau. Parce que c'est pour ça que j'ai posé la question à Dominique. Est-ce qu'elle envisage partir? Est-ce que c'était justement pour savoir comment elle pense sauver la vie du couple? Et comment recadrer l'homme maintenant? C'est ça le problème. Donc, il faudrait que ce monsieur sache que, effectivement, c'est pour son intérêt personnel. C'est-à-dire, on lui apprend la notion d'épargne. Et que, pour le moment, la femme semble être, j'allais dire, aguerrie à cela. Et ça pourrait les aider demain. Donc, qu'ils soient disposés à l'écouter. Et c'est reste que pour ça. Parce que sinon... j'allais dire, un petit dysfonctionnement peut faire disloquer un couple, alors que la femme semble ne pas faire des reproches à son homme sur d'autres facettes de leur vie commune. C'est seulement sur ce point-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'au bout de 5 ans, quand ils vont se marier, ils pouvaient s'acheter un terrain et construire, ou alors élaborer des projets d'avenir. Donc, je pense que ce point-là, il doit, dans la notion de complémentarité... On est d'accord que les parents, à la base, ont un travail très important à faire en matière d'éducation des enfants. Voilà, comme elle a fait l'homme dans le vient au reste, ça veut dire que, est-ce qu'elle a cherché à être intégrée? Si elle est intégrée dans la famille, ça veut dire que sa belle-mère et tout, je dis que non. Et comment s'appelle même ce monsieur? Non, maman, il dérange. Chaque fois, voilà, on n'arrive pas. Donc, en fait, tu commences à poser ce problème parce que l'avenir voudrait que, quand elle va dire non, vraiment, c'est qu'on ne dise pas que la femme s'est accaparée. Notre enfant, on ne voit même pas l'argent de notre fils, alors que c'est le fils lui-même qui dépense son argent. Donc, c'est ça, cette notion de complémentarité qu'il faut mener. Donc, qu'elle la fasse si sa belle-mère vit encore, elle peut lui en parler en tant que maman. Mais vraiment, appelle-le, dis-lui que, bon, ça peut aller comme ça. Merci. Et recadrer. Merci finalement, Bengan. Merci pour ces valeurs éducatives ce matin sur ce plateau. Nous saluons toutes les femmes qui nous regardent ce matin, tout en leur rappelant, oui, Bombor, Chalamel et les autres ici, on fait savoir que c'est la femme qui doit oxygéner la maison. Si votre mari est dépensier, madame, trouvez bien c'est sûr, le devoir de la femme. Trouvez bien sûr l'occasion de la mener à ne pas le faire, parce qu'en fait, moi j'aime à le dire parfois, lorsqu'on construit une maison, c'est pour la femme. Permettez. Mais on dit bien la femme chez qui j'habite, même ceux qui ne connaissent pas les termes. C'est pour la femme. Alors, lorsqu'on fait même des enfants, à un moment donné, on a tendance à dire c'est pour la femme qu'on fait des enfants. Donc en réalité, lorsqu'une femme s'engage véritablement avec qui que ce soit, elle devrait toujours concevoir sa vie de demain, sa retraite, le soir de sa vie avec son homme et ses enfants. Parce qu'on a toujours de fierté. Je sais pas, parfois. Tous les enfants, hommes comme garçons, à la vieille, vont toujours du côté de leur maman. Donc, ce que vous dites là, nous tous, on a ce penchant-là. L'homme est même malheureux. Dans voilà, très souvent. Et bien, nous allons justement ce matin, toutes les femmes. On en parlera. Allez, merci. Poursuivons l'émission, mesdames, messieurs. Comme vous le savez, chaque matin, c'est toujours le moment idéal, mais surtout d'entendre la colère exprimée par Chalamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la réhabilitation de la falaise de Tchang au Cameroun. En l'espace de 2 ans, la falaise de Tchang a enregistré un nombre impressionnant de décès liés à des accidents de circulation graves. En 6 mois, la falaise de Tchang a déjà envoyé plus d'une 50aine de personnes, tous des adultes, dans la tombe. Il s'agit de 21 morts et 38 blessés en janvier 2018, 29 blessés et 55 morts, dont 30 personnes brûlées
le 27 janvier 2021. 5 morts et plus de 20 blessés dans la nuit du 25 au 26 mai 2021. Le samedi 19 juin 2021, un accident de bus de voyage de la compagnie General Express a fait des blessés et des morts. Fort de l'indignation de la communauté internationale et nationale, une mission d'inspection dépêchée par le ministre des Travaux publics s'est rendue à la falaise de Tian, où ils ont observé que des fondrières se forment sur la chaussée du fait de la forte pluviométrie dans cette localité du département de la Ménois. Et ils ont observé encore que l'écoulement des eaux est à l'origine, ou les écoulements des eaux à l'origine de la dégradation de bordures et des accotements de la route, est produit par le simple fait qu'on n'a jamais pensé pendant la construction de cet axe au rigole, ou si vous voulez, aucun niveau pour comprendre. Autre paire de manches, la détérioration des équipements routiers dont les principaux sont les glissières de sécurité fabriqués en péri-maçonnique. Constat fait, dis-nous, messieurs les techniciens en revêtement, est-ce que cet axe a été véritablement achevé? Non, l'axe Tian-Melon n'a pas été achevé depuis le départ de sa construction à cause d'un fait. Comment comprendre que cet axe subira, autant pour moi, un revêtement confortatif résumé en plusieurs points? Le bouchage des nids de poules, la réalisation des travaux de revêtement sur 22,5 km, dont 15 km sur la falaise et 7,5 km dans la partie de la plaine. Le traitement des points de glissement avec des travaux de maçonnerie à la falaise, la construction de 5 ouvrages d'art, dont 4 dans la plaine sur l'axe Melon-Tian, ainsi que leurs accès. Aura-t-on donc à la fin, lorsqu'on aura procédé à ce revêtement confortatif, résolu le problème? Point d'interrogation. Doit-on conclure que l'État n'a pas emprunté 17,22 milliards de francs CFA à la BAD, attendez Banque africaine de développement, pour que tant de vies humaines y périssent? Question. Savez-vous que les travaux de construction de la route Melon-Tian, longue de 22,5 km, dont 15 sur la falaise, n'ont jamais été achevés? Savez-vous que l'inauguration, si vous voulez la pose de la première pierre de cette route, a eu lieu à la veille de l'élection présidentielle de 2004, pendant que les travaux se poursuivaient encore sur le terrain? Savez-vous que c'est cette inauguration politique qui est à l'origine de la cessation de la poursuite de tous travaux sur le chantier? Dès cet instant, vous aurez compris pourquoi il n'existe ni la signalétique qui devrait être construite à l'entame de la falaise, ni les pistes de collecte qui n'ont jamais été réalisées parce que l'entrepreneur brésilien Andrade avait refusé d'ouvrir ces nouvelles routes, disait-il, on avait déjà réceptionné l'axe. Savez-vous que malgré les réclamations faites avec exigence, on n'a jamais produit une cartographie des points critiques à mettre sous haute et permanente surveillance sur cet axe particulièrement? Aujourd'hui, on est surpris encore politiquement que cette route tue, alors qu'on n'a fait que réceptionner pour une campagne présidentielle. On a dit on réceptionne, on a rassemblé les chefs de village, les chefs de groupement, qui ont salué l'initiative, qui ont salué la facilité avec laquelle ils pouvaient rallier désormais la ville de Douala, et un point, c'était terminé. Permettez-moi de vous dire que c'est le politiquement correct dans ce pays qui tue ce pays. Après tous ces maîtres, le gouvernement, au lieu de rattraper ses erreurs, nous apprend, après les multiples descentes sur cet axe, qu'il ne sera pas facile d'agrandir cette route, parce qu'à gauche, il y a des ravins et à droite, des rochers. Allez revoir le plan initial de construction de cette route pour vous rendre compte que même la dimension de la route pendant la construction n'aura pas été respectée. Ils ont dit, pour le moment, le seul engagement qu'il y a, c'est que l'entreprise traite les parties là où il y a eu enfouissement. Il y aura la pose des ralentisseurs, de vitesse par section sur les 15 km de la falaise, des ralentisseurs. Est-ce que ces ralentisseurs empêcheront véritablement les accidents? Autre question. L'élargissement, dans tous les cas, ne fait pas partie des interventions urgentes. Non et non et non. Les usagers n'ont pas besoin de ces revêtements confortatifs.
Il faut en urgence que des dispositions soient prises pour que les routes soient de plus en plus sûres, restant sur la cartographie, sur le plan initial, et on aura un très bel axe, l'axe Tchang-Douala, au Tchang-Melon. Cher Lamel Bachou, et bien évidemment, madame, messieurs, vous le savez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de réactions autour de cette falaise de Tchang, dont d'ailleurs la dernière information fait savoir que cette falaise sera fermée pour des travaux qui doivent être réinitiés sur cette falaise-là. Rappelons simplement qu'en ce qui concerne la falaise de Tchang, aujourd'hui, on le sait, c'est 15 km quand même sur cette falaise dans sa globalité, avec pratiquement 30 virages au niveau de la falaise et 700 dénivellations, d'environ 700, les dénivellations d'environ 700 mètres quand même aujourd'hui. Alors, comment comprendre que les derniers incidents au niveau de la falaise de Tchang ne soient pas de nature à rêver les Camerounais pour demander de vrais comptes sur les origines même de cette construction de la route aujourd'hui? La colère exprimée ce matin Bengan par Chalamel voudrait effectivement que l'on se dise, est-ce que dans la réflexion ou dans les travaux qui vont être refaits au niveau de la falaise de Tchang, le gouvernement ou le ministère des Travaux publics compte-t-il réellement revenir sur le plan initial? Parce que cela, c'est le problème fondamental, Chalamel. Oui, mais absolument. Ils ont parlé d'enfouir des traités, juste là où il y a les enfouissements. Voilà. Et pourtant, il y a un plan. Un revêtement confortatif. Voilà. Si c'est le terme cher au ministre Nganou, revêtement confortatif. En fait, en langage, en français, ça veut dire boucher les trous. Mais la chronique de Chalamel nous amène à l'étude du sol. Vous avez une distance de 22 km, donc 15 km de falaise. 15 km sur 22 de falaise. Ça veut dire qu'en fait, je pense quand même que le laboratoire de génie civil, le labogénie, avait effectué des études de ce fait-là. Ça me rappelle également la notion de géographie. Parce que ce qu'on appelle cette matière, cette discipline à l'école, géographie, c'est la discipline, la plus grande discipline d'ailleurs, et c'est un terme militaire. Vous savez, quand on veut recruter les pilotes, on vous dit toujours bac scientifique. Mais les premiers cours et la plupart des cours de pilotage, c'est la géographie. Il en est de même dans l'armée. Que vous ayez bac plus 5 ou nous qui avons eu difficilement le CP, quand vous vous retrouvez dans le recrutement de l'armée, c'est la géographie. Mais comment se fait-il donc qu'on peut créer une route quelque part, on n'intègre pas la géographie de la ville? On vient, si on s'en tient à ce que Chalamel l'a dit, ça veut dire qu'en fait, ils ont fait des humains, ils ont dit, faisons le wassa-wassa. Le wassa-wassa. Donc, en fait, c'est comme si on avait mis une bombe à retardement quelque part en disant, donc, de toutes les manières, les élections sont passées. On a mis le goudron, tout le monde a vu. Donc, et on va commencer à accuser les chauffeurs qui ne savent pas adapter la vitesse à l'état de la route. Non, en fait, c'est un plan d'assassinat. Vous ne pouvez pas avoir fait ces études-là et ne pas faire une route aux normes. Dans d'autres pays, en Chine, on parle de la Chine, du Japon, ils ont des paysages, j'allais dire, plus accidentés que ce qu'il y a à Tchang. Mais il y a même la voie ferrée qui passe. Il n'y a plus de route. Et quelquefois, même la voie ferrée est à double sens. On vous dit, quand on dit qu'un train peut en cacher un autre, la voie ferrée est à double sens. Il y a même les autoroutes. Parce que la falaise de Tchang, pour ceux qui connaissent, en fait, ça ne fait même pas réfléchir des fois. Donc, en fait, on peut même faire l'autoroute sur la falaise de Tchang. Parce que ce n'est pas aussi accidenté que ce qui se passe ailleurs. Il y a des falaises. Donc, il y a une volonté qui sont plus accidentées. Voilà. Quand il a cité Andrade, ça m'a rappelé, effectivement, nous avons toujours eu des problèmes avec cette entreprise brésilienne. Pas du fait de l'entreprise, mais du fait de l'État. Vous savez, c'est Andrade qui a fait la route des églises, quartier de deux églises, jusqu'à entrée BP Cité, un peu après, donc je veux dire quartier Ndobat, avant l'entrée Camraï. Andrade leur dit à l'époque 92, mais non, on n'a pas terminé, il faudrait qu'on fasse encore des routes. Est-ce que vraiment on a dit non, ce que vous avez fait là, ça suffit. Il dit non, le renforcement même de goudron n'est pas approprié, puisque au même moment, Andrade avait dit qu'on pouvait éliminer les inondations à Bali en Comodo. Ils ont fait les drains
Mais il a dit, mais au Brésil, nous on couvre les drains, nous on fait ci, on dit non, André, ce que tu as fait là, ça va. Donc j'ai peur que ce ne soit la même chose, une falaise de Tian, parce que lorsqu'ils acceptent de faire ce marché et qu'on veut maintenant renforcer le travail ou alors compléter, vous venez réceptionner, ils vont dire, ah, mais ils ont déjà réceptionné leur œuvre, moi je m'en vais. Donc moi c'est le gouvernement sur qui je tire, j'allais dire à boulet rouge. Parce que fermer maintenant voudrait dire quoi? Voudrait dire qu'ils vont accepter qu'ils ont échoué? Est-ce qu'ils vont nous encore amener dans les enfumages du genre, oui, la route a une durée, ça a déjà fait 15 ans, donc c'est normal que, alors que l'effondrement qui s'est fait en bas dans le bus aurait pu être évité si on avait procédé à des études et à une construction, j'allais dire, normale. Alors, on sait quand même, Dominique Audrey, que selon des données, les raisons qui sont données aujourd'hui, c'est qu'on parle d'excès de vitesse, d'ailleurs évalué pratiquement 35%, qui serait la principale cause des accidents au niveau de la falaise, c'est ce qui se dit en même temps. On parle de l'état des véhicules, qui a une estimation rapportée à 17%, la conduite en état d'ébriété, qui est à 10,5%, l'état justement de la route, selon les chiffres nationaux à 10% ou encore le mauvais dépassement à 7% qui sont signalés parmi les nombreux cas d'accidents. Alors pour revenir justement sur ces chiffres-là, est-ce qu'on peut dire que c'est de nature à dire ou à valider que la falaise sera un problème pour les uns les autres? Est-ce qu'on l'utilise mal au final? Si c'est bien compris. Les usagers utilisent mal cette falaise? On parle quand même de vitesse 35%. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, quand on regarde que les voitures descendent et montent, on peut vraiment le dire? Ce chiffre-là, c'est... Lorsque les gens meurent sur la route, Douala et Yaoundé, ce sont les falaises aussi? Non. Et justement. Ce ne sont pas les falaises. Il n'y a pas 4 façons d'utiliser la route. Malheureusement, lorsque vous allez, ou bien heureusement, lorsque vous apprenez à conduire, on vous dira toujours que c'est l'automobiliste qui est responsable des accidents à 90%, je dis n'importe quoi. Malheureusement, lorsqu'il y a éboulement au niveau de cette falaise-là, ce n'est pas de la route, c'est pas le conducteur qui fait tomber cela. Dans d'autres pays, lorsqu'il y a un problème sur une route, on trouve les moyens d'aménager. Mais jusqu'ici, sur 15 km, je ne sais même pas s'il y a la signalisation là-bas. La nuit. Non, pas la nuit. On s'est essayé à mettre ces derniers temps quelques mètres, ce qui était prévu lorsque vous regardez la maquette initiale. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a. Et on ne va pas imputer ça au conducteur qui va conduire la nuit. Cette route a été aménagée pour éviter qu'on ne passe par Bafoussam pour se retrouver de l'autre côté. Donc c'était comme une sorte de voie. On passe par Bafoussam pour aller. Voilà. C'était une voie de contournement. Malheureusement, cette voie de contournement aurait dû être aménagée. Si on sait pertinemment que d'un côté il y a des ravins et de l'autre il y a, c'est quoi, des pierres? Des pierres, des rochers. On s'arrange à ce que sur le bord des ravins, il y ait une sorte de protège, des choses qui protègent la route. Et mais même les rochers, on les gronde. On les casse, on les dynamite. On les dynamite. Et on élargit la route de ce côté. Mais rien n'a été fait. Ça veut simplement dire qu'il n'y avait pas de projection véritable. On a dit, faisons un truc de l'autre côté pour qu'il passe simplement là-bas et basta. On n'a pas trop envie de se coltiner, de se prendre la tête avec ces histoires-là. Ils vont simplement couler et après on passe dessus. Il y a quand même que Dominique Audrey, l'État se rend compte qu'il y a des accidents. Au-delà des chiffres qui ont été énoncés par le gouvernement, qu'est-ce qui peut bien empêcher l'État du Cameroun à voter un budget réel pour, je vais dire, agrandir les voies de cette falaise? Il y a eu un crédit de 17,22 milliards à la base. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le reproche qu'on fera toujours à ce gouvernement, c'est d'attendre trop longtemps avant d'envoyer des gens sur le terrain étudier un truc qu'on sait déjà. Parce que c'est récemment qu'on a envoyé des gens, un monsieur qui est venu nous dire, le ministre a demandé qu'on renforce les lignes sur le sol pour que ça se voit la nuit. Mettez la lumière pour qu'on voit au moins la route la nuit. On va mettre des ralentisseurs, on va mettre des dos d'âne et tout. Ça fait longtemps que les gens meurent là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi toujours attendre que la situation soit incontrôlable pour pouvoir envoyer des gens? Absolument. Ça veut simplement dire qu'ils se foutent
foutrement de la gueule des Camerounais, ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc certainement, il y a eu trop de voix qui se sont élevées. On a tellement parlé des gens qui sont morts là-bas. Simplement, les 6 premiers mois, on a plus de 60 morts simplement à cet endroit-là. Si on fait le décompte sur toute l'étendue du territoire, ça va, c'est énorme que la route tue autant, que les voitures, les gens meurent par la voie routière autant. Donc ça veut dire que ce que le ministre annonce, ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Et ce qu'il dit qu'il va faire, c'est négligeable. Ça ne représente absolument rien. Il ne va rien faire du tout. Parce que venir mettre un dodan, les populations auraient pu prendre des sacs, mettre de la terre et poser en route. Ça aurait fait office de dodan. On a besoin de plus que ça. Oui. Et surtout parce qu'il y a risque même d'effondrement de la chaussée. Ça peut tomber. Il y a un risque d'effondrement de la chaussée à certains endroits. Et c'est triste parce que cet endroit est censé être un lieu touristique. Il y a un village qui se voit depuis la falaise. On aurait pu capitaliser ça dans d'autres pays. Le Thieu, je ne sais pas si je prononce. Après Fombab, par exemple, on aurait pu capitaliser. Dans d'autres pays, on fait les tramways, les trains sous l'eau. Ici, là, vous avez même tout pour pouvoir faire un petit truc, une simple route. On ne vous demande pas de faire l'impossible, mais vous ne le faites pas. Mais après, ce ministère a eu le plus gros budget, le MINTP. On en parlera. Mais surtout, je veux comprendre, Isabelle Carole. On le dit, on le sait. Gouverner, c'est prévoir. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Avec tant de tueries au niveau de la falaise, est-ce qu'on peut comprendre tout de suite que, oui, c'est une preuve par 1 milliard que le Cameroun est mal gouverné. Si c'était bien pensé, est-ce qu'on en sera encore là aujourd'hui? Comment peut-on voter 17 milliards? Du moins, comment peut-on faire un prêt au niveau de la Banque africaine de développement pour réhabiliter cette route sans pour autant dire aux Camerounais ce qu'on voudrait faire à nouveau sur ce chantier-là? Les Dodan, ils ont dit. On est les Dodan pour 17 ils vont milliards. faire les Dodan, ils vont mettre les lignes, on va renforcer les lignes sur les lignes de signalisation. Donc il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas d'éclairage. On a 22 km avec 15 km de falaise. Oui. Donc on va emprunter de l'argent, 15 milliards à la bas pour nous mettre des Dodan là-bas. Oui. Et des signalisations. On va renforcer les lignes du sol pour que parce que ça se voit la selon eux, les automobilistes sont inciviques. Ils mettent les freins que j'allais dire qui se brisent. Voilà. On a vu des parties justement de cette falaise s'affaisser déjà. Oui, tout à fait. Alors, 17 milliards, c'est pour tout ça, Isabelle Carole. Je crois que si on est déjà capable de détourner des fonds qui servent à sauver des vies ou encore à soigner des malades, ce n'est pas des fonds pour une route. Vraiment, ça veut dire que là, on est moins sensible en fait parce que ça ne représente rien. Parce que si déjà vous détournez l'argent d'un malade, d'une personne qui est proche du tombeau, vraiment, combien de fois pour cette autre personne? Alors je crois que une route comme celle-là, vraiment en 2021, on ne devait pas refaire le sujet dessus. On devait être en train de parler de la CAN qui arrive, de comment ça se prépare et tout, et ne pas ramener encore le débat si bas. Ça montre à quel point on n'est pas en train d'avancer, bien au contraire, on s'en fout de ces personnes-là qui prennent quand même sur elles de voter ceux qui sont là aujourd'hui pour nous gouverner. Combien de villages la falaise de Tchon permet de desservir? Tellement de villages pour comprendre à quel point le trafic sur cette axe est extrêmement dense. Qu'on soit en période de vacances ou pas, le trafic sur cette axe est extrêmement dense, ce qui implique un renforcement de tout ce qu'il peut avoir autour pour donner au moins une petite allure qui permettrait de réduire le nombre d'accidents qui endeuillent et ne cessent d'endeuiller des familles. Les gens sont exclus. Quand je parle des gens, je parle bien des autorités parce qu'ils se disent, ok, d'accord, je ne suis pas concerné, c'est pas ma fille qui est laissée dans cet accident, c'est pas mon frère, c'est pas mon fils. Alors, ils n'ont qu'à faire de ça ce qu'ils veulent. Mais le drame ou encore ce qui choque le plus, c'est qu'on aura vite fait de voir, on se souvient encore avec cette voiture qui contenait de carburant qui allait justement faire des livraisons en collision avec cet autre cas de transport, le bilan qui était lourd. On a vu Paul Atangandi sur les lieux, on a vu bien d'autres autorités sur les lieux. Ben, ça servait à quoi? Aujourd'hui, on est 2 à 3 mois après. Quel est le bilan qu'on fait de cette situation? Pourtant, on les a vus descendre sur le terrain. Si vous ne descendez sur le terrain que quand il y a mort d'homme, ben, ça veut dire que vous ne tenez pas à cœur cette population. On ne doit pas attendre qu'il y ait accident pour descendre sur les lieux. Surtout que c'est une route, quand on parle de la falaise de Tchon, c'est depuis des siècles et des décennies que ça essaie de créer autant d'accidents, il faut le dire. Quand vous êtes sur cet axe la nuit, Michel Ngacho, je vous assure,
vous avez seulement envie de fermer les yeux et de faire votre signe de croix. C'est Même pas regarder la direction que le chauffeur prend. C'est-à-dire que vous restez seulement pliés entre vous. Franchement, je n'ai même pas le courage de regarder comment il apporte toutes ces règles. C'est tellement difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le gouvernement camerounais, qui est supposé prévoir, revienne à la maquette initiale pour permettre aux Camerounais d'utiliser favorablement cet axe au niveau de la falaise? Parce que c'est le point fondamental ce matin. On tient seulement à leur conscience morale. Est-ce qu'ils vont le faire, Maman Bengal? C'est un problème. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interpeller leur conscience morale. C'est dire qu'en fait, on a fauté pour la première fois. Le plan